Bonjour à tous. Nous allons reprendre très bientôt. D'abord, permettez-moi de vous remettre mes excuses. J'étais censée vous dire que nous avions une pause. Alors, mes excuses. Après chaque séance, donc, nous aurons une pause de 10 minutes pour permettre à l'équipe de se préparer au prochain panel. Alors, permettez-moi de remercier Marc et Claire, ainsi que tout le monde qui a pris le temps d'envoyer les questions. Moi, j'ai trouvé que c'était fort intéressant. Deux choses. Si vous n'avez pas pu obtenir de réponse à votre question, vous l'avez envoyée, nous allons tâcher de répondre à toutes les questions dans les archives de cette séance. Par ailleurs, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les envoyer à exchange@ssra.on.ca. Alors, ce lien et cette adresse électronique vous seront fournis ultérieurement. Je voulais quand même vous donner l'occasion de savoir que nous allons répondre à vos questions si nous n'avons pas eu le temps de le faire pendant la séance en direct. Nous avons reçu beaucoup de questions pendant la séance précédente où il était question de l'enregistrement. Alors, je confirme qu'effectivement, vous recevrez un exemplaire de cette séance sur notre site Internet. Donc, vous pourrez y avoir accès et le visionner à loisir. Alors, vous avez entendu Mark White parler de la réglementation axée sur les principes. C'est une nouvelle approche de réglementation, d'ailleurs en partenariat avec les personnes que nous réglementons, les entités que nous réglementons, pour présenter ce changement. Je suis très heureux de vous présenter Jordan Salway, qui est vice-président à la direction Affaires juridiques et application de la loi à la RSF. À vous, Jordan. Merci, Glenn, et bonjour. Très heureux de pouvoir animer ce panel. Nous avons une équipe formidable, une brochette formidable d'interventions. D'abord, Christy Ford, vice-présidente principale TCI Global. Stephen Fuller, plutôt, chef des affaires gouvernementales internationales, premier vice-président TCI Global, The Travelers Companies Inc. Il a été en Chine, entre autres, où il a géré tout le pays, ainsi que la zone Asie-Pacifique, et il a aussi été gestionnaire par intérim dans cette région. Il travaille beaucoup avec des comités de surveillance, des associations commerciales, et il participe à une réforme aux États-Unis et à l'étranger. Il préside également un de nos comités et il est membre consultatif de notre panel sur l'Asie-Pacifique. Je vous invite à souhaiter la bienvenue à Steve et nous sommes heureux d'accueillir Simon Archer, associé d'une des grandes études d'avocats du Canada, Goldblatt Partners. Simon travaille avec les syndicats, les régimes de retraite dans l'intérêt de ces entités comme du public. Simon a aussi été nommé par le ministre des Finances de l'Ontario pour représenter les intérêts des travailleurs et des syndicats dans le cadre d'un examen des régimes de retraite. Il est également administrateur d'un forum de Osgoode Hall et il enseigne à King's College à London et il enseigne également aux universités York et King's College ainsi que Western. En plus de cela, il est joueur de soccer, vegan et il s'intéresse beaucoup aux approches fondées sur les principes. Enfin, à Vancouver, la dernière mais non la moindre, Dr. Christy Ford
professeure à Allard School of Law, Université de la Colombie-Britannique. Elle s'intéresse surtout à la réglementation et à la gouvernance au Canada et aux États-Unis dans le domaine des valeurs mobilières. Professeur Ford a reçu des prix pour l'enseignement et a aussi été doyenne adjointe à l'école du droit de UBC. Elle a publié quelques ouvrages, entre autres avec l'ancien gouverneur général David Johnson. Elle a publié dans le McGill Law Journal où elle a parlé de la crise financière et de l'application d'une méthode axée sur les principes. Elle siège actuellement au conseil administratif du Journal of International Economic Law. Comme Simon, professeur Ford a été embauché par des gouvernements, dont le ministre des Finances du Canada. Et donc, vous constatez que nous avons un illustre panel et donc nous n'allons pas tarder à leur poser des questions. J'aimerais commencer par les principes. Les principes sont à la base du nouveau mandat de la RSF. Il s'agit d'obtenir des résultats d'après des principes identifiés dans la loi. Par exemple, un bon code de déontologie, la protection des consommateurs. La RSF veut aussi se servir des principes pour donner à nos entités réglementées davantage de souplesse dans la détermination de l'atteinte des objectifs de conformité tout en demeurant redevables de l'atteinte de ces objectifs. L'opérationnalisation de ce principe doit être bien comprise par le secteur. Alors, ma question s'adresse d'abord au professeur Ford. Est-ce que la réglementation axée sur les principes fonctionne? Oui, mais ça dépend de sa structure. Alors, la réglementation axée sur les principes, si on le voit simplement comme des principes très généraux qui ne sont pas forcément appliqués et pas forcément très bien compris non plus, en raison d'une mauvaise communication, si tout ce que vous avez, ce sont des principes généraux sans la structure réglementaire pour les mettre en œuvre de manière significative, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'ils ne fonctionnent pas. Il s'agit tout simplement de réglementation vide. Si vous avez un système axé sur les principes qui a un régulateur qui peut travailler avec ces principes de manière significative, de sorte qu'il puisse faire la collecte d'informations du secteur, qu'il puisse communiquer avec les parties réglementées tout en étant indépendant et en ayant des résultats, un axe sur les résultats appuyé sur les données, je pense que vous vous retrouvez avec un système de loin supérieur, un système exclusivement fondé sur des règlements. Il est plus susceptible d'atteindre des résultats conformes aux objectifs réglementaires. Merci, professeur Ford. Steve Fuller, vous avez beaucoup d'expérience internationale. Vous avez travaillé avec des organes de réglementation partout dans le monde, au Royaume-Uni, en Asie. À titre de complément de ce que disait professeur Ford, pouvez-vous nous dire quelles sont les circonstances dans lesquelles ces principes peuvent réussir? Eh bien, d'abord, merci de m'avoir gentiment présenté et merci à la RSF de m'avoir invité. Surtout dans un panel constitué de personnes si chevronnées. Je me sens tout qualifiée, mais à titre d'unique représentant du secteur de l'assurance, j'ai une situation singulière. Alors, Hong Kong, pour répondre à votre question, est un excellent exemple d'un cadre axé sur des principes qui fonctionnent et Ron Curran, un des organes de réglementation les plus en vue de Hong Kong, est responsable de la rédaction des principes clés sur l'assurance, qui est axée sur la réglementation fondée sur les principes. Et ces principes sont essentiellement
Donc, sont essentiellement un excellent exemple d'un cadre fondé sur des principes, surtout que j'ai discuté avec l'ensemble des entreprises ainsi qu'avec le régulateur. Et d'ailleurs, si je pense à l'Australie, je pense qu'on peut féliciter nos athlètes qui ont bien performé au Australian Open en tennis. À New South Wales, il y avait un problème complexe, donc toujours en Australie, et qu'il fallait corriger. Essentiellement, la responsabilité dans le domaine de l'automobile devenait très problématique, de sorte que les primes étaient très élevées, il était difficile d'obtenir une indemnisation en cas de réclamation. Donc, vous aviez une problématique intense. Donc, en 2016, le ministre des Finances a voulu corriger le problème. Son ministère a permis aux régulateurs de prendre la première étape pour travailler avec les assureurs et les consommateurs afin d'obtenir leurs conseils et leur adhésion. Dans ce processus de collaboration, on a instauré une confiance réciproque. Et pour le cas de New South Wales, il s'agissait d'abord de reconnaître un problème important que les consommateurs souhaitaient voir réglé et ensuite mettre en place des indicateurs de mesure afin de surveiller les résultats. Dans ce cas-ci, un meilleur accès à des assurances à un tarif inférieur ainsi que l'ajout de nouvelles entités dans le marché, de sorte que l'on puisse traiter les réclamations beaucoup plus rapidement. Ça a été avantageux pour l'ensemble du secteur de l'assurance. Les taux peuvent être approuvés très rapidement à cause des provisions pour perte sur sinistre qui ont été mises en place, qui protègent les entreprises si elles perdent de l'argent et protègent les consommateurs si les entreprises en gagnent trop. Les moyens par lesquels ce système hybride a été mis au point consistaient d'abord en une interaction précoce et étendue avec les compagnies. Je crois que ce degré poussé d'interaction et la confiance qu'il a engendré a joué un rôle critique. Il est intéressant de constater que toutes les compagnies d'assurance australiennes que j'ai interrogées parlaient en termes très positifs de leur relation avec le CIRA, le régulateur. Quant au public, CIRA continue à surveiller la satisfaction du public en vertu du programme dit Call Assist, c'est-à-dire un programme en vertu duquel CIRA fait un suivi auprès des demandeurs d'indemnisation et fournit une assistance virtuelle au besoin. Merci, Steve. Comme vous le savez, lorsque nous avons travaillé il y a 2 étés sur la règle, sur la réglementation fondée sur les principes, nous avons découvert la réglementation à Hong Kong, même s'il y a des différences contextuelles, nous tâchons de relever les mêmes défis. Votre observation quant à la collaboration, à la coopération, au recours aux données, à la confiance, tout cela trouve un écho chez nous. Bon, passer à un niveau différent, c'est dans le secteur de l'assurance que la réglementation basée sur les principes a été la preuve de son efficacité dans beaucoup de ressorts. On entend souvent dire que ce genre de régime peut être difficile à mettre en œuvre dans des cadres de réglementation ou de législation qui sont très prescriptifs, comme par exemple la loi sur les prestations de retraite en Ontario qui constitue un cadre législatif extrêmement complet. Simon, vous qui êtes expert en la matière, pourriez-vous nous dire quels sont vos aperçus quant aux principaux défis et s'il est possible de mettre en œuvre une réglementation réellement basée sur les principes dans un domaine comme celui des retraites? Bon, pour passer tout de suite à la conclusion, je pense que oui. Le professeur Christie a exposé certaines des conditions qu'il faut réunir. La législation sur les retraites au Canada et en Ontario a toujours conjugué des éléments basés sur les principes et des éléments basés sur les règles. Quelques exemples évidents, par exemple, les fonctions de placement et de gouvernance, typiquement basées sur les principes.
les obligations de publication et de conformité, de provisionnement basées sur les règles. Il y a toujours une synthèse des deux dans la réglementation du secteur des retraites. Le commissaire Arthur, dans son rapport de 2008, résumait très utilement ce régime hybride et son évolution au fil du temps, en Ontario du moins. Ce rapport demeure un guide et une introduction utile, notamment à l'évolution de la terminologie du système. Dans une modalité de réglementation axée sur les principes, je pense qu'il faut relever deux grands défis pour assurer la réussite du régime. Du point de vue des entités réglementées, des régimes de retraite, de leurs parties prenantes, il s'agit de comprendre leur rôle dans un système basé sur les principes. Ça peut être un défi de taille, tout particulièrement les entités de petite ou moyenne taille qui n'ont pas nécessairement les ressources ou les capacités pour tâcher de relever le défi de comprendre et de mettre en œuvre les modalités de conformité à la loi, et qui dépendent aussi des professionnels du conseil. Il faut établir un dialogue avec les entités réglementées, mais également avec les professionnels du conseil qui jouent un rôle très important dans la prise de décision au sein du secteur. Du point de vue des autorités de réglementation, pour assurer la réussite de la réglementation basée sur les principes, il faut, je pense, définir la conformité aux principes et plus spécifiquement les infractions et leurs conséquences. Le professeur Christie a dit tout à l'heure qu'un système de réglementation basé sur les principes donne les résultats voulus ne fonctionne que lorsque les régulateurs et les entités réglementées savent que les principes feront l'objet de mesures d'application de la part du réglementaire et qu'il y aura, oui, de l'orientation, un dialogue, mais également une détection des infractions et des mesures de rectification en cas d'infraction. C'est très important pour encadrer le dialogue dans le cadre encadrer le dialogue en vertu d'un système de réglementation basé sur les principes. Merci pour toutes ces observations qui sont très pertinentes. Il semble régner une idée fausse selon laquelle on ne peut pas avoir des règles dans un système basé sur les principes. Il y a également la question de la pérennisation. Je voudrais peut-être m'attacher, professeur Ford, je puis vous redonner la parole, c'est de l'aspect que prend la conformité. Autrefois, on se basait sur l'intuition. Dans le cadre de la réglementation des valeurs mobilières, domaine dans lequel vous avez beaucoup d'expérience au Colombie-Britannique, professeur Ford, pourriez-vous nous dire comment il est possible de relever ces défis? Volontiers. Je voudrais peut-être développer certains des propos de Simon avec lesquels je suis tout à fait d'accord. Prenons un petit peu de recul. Je voudrais souligner l'idée que la réglementation basée sur les principes ne signifie pas qu'il faut éliminer les règles. Les règles auront toujours un rôle à jouer. Il faut comprendre la distinction entre le texte de la loi, d'une part, et d'autre part, la loi telle qu'elle est mise en œuvre. On peut avoir un système basé sur les principes, sur le papier. Loi qui est basée sur les principes, c'est le cas de la loi sur les valeurs mobilières de la Colombie-Britannique. Ce que cela signifie, c'est que le texte de la loi s'en tient à un niveau assez général. Pas toujours, il y a des règles très claires portant sur l'équité procédurale. Donc il y a des situations différentes qui appellent un degré plus ou moins poussé de spécificité. Tous les textes de loi, tous les systèmes se situent le long d'une gamme, d'un continuum entre les règles d'une part et les principes d'autre part. La mise en œuvre d'un régime basé sur les principes présente un élément distinct. Et il est possible de mettre en œuvre un tel régime, même si la loi n'est pas basée sur les principes. C'est ce que la Commission des valeurs mobilières de la Colombie-Britannique a fait avant que la loi basée sur les principes ne soit promulguée. La Commission a adopté une manière différente d'appliquer sa loi organique, une façon différente de traiter avec les protagonistes de l'industrie. On a commencé par ne pas recourir aux règles en premier lieu. Au départ, on se demande si les principes existants peuvent
permettent de prendre en charge les situations, une telle ou telle situation, plutôt que de surajouter des règles supplémentaires. Ensuite, il y a eu un certain nombre de changements dans la culture de la réglementation qui se sont ensuivis. Tout d'abord, l'approche est fondée sur la réflexion, sujet des principes, et la façon d'énoncer ces principes dans le cadre d'un partenariat. Non, un partenariat, le mot est trop fort. Dans le cadre d'une communication avec les acteurs de l'industrie, il faut avoir un dialogue en continu qui permette aux régulateurs, de concert avec l'industrie, d'étoffer les principes. Il a fallu pour cela réunir un certain nombre de facteurs auxquels Simon a déjà fait allusion, une expertise en matière, une relation avec l'industrie placée sous le signe de la communication, un certain degré de retenue dans l'application de la réglementation, une orientation, une attitude d'orientation alimentée par une conversation continue avec l'industrie qui permette aux régulateurs d'être mieux informés. Mais essentiellement et fondamentalement, le régulateur doit conserver un degré d'indépendance, un degré de confiance à l'égard de sa propre position et de sa propre interprétation, qu'il s'agisse de règles ou de principes. Il s'agit d'avoir une compréhension fondamentale de la signification des principes et de leur application pratique. Et puis, il s'agit de disposer de l'indépendance, des ressources, des appuis pour appliquer ces principes jusqu'au stade des mesures d'application aux besoins. Je ne sais plus qui aux États-Unis disait, si vous avez une grosse carabine derrière la porte, vous pouvez espérer ne pas avoir à vous en servir. Il faut que la fonction d'application, de mise en application, que les sanctions existent. Mais plutôt que de passer tout de suite à ce stade, la communication continue entre les régulateurs et les acteurs réglementés peut permettre d'aider ces derniers à interpréter la réglementation de manière propice à la conformité et cette façon de faire est plus efficace pour tout le monde et tous êtres. Merci, professeur Ford, pour ces propos fort pertinents. Nous nous efforçons de suivre ce principe depuis la création de la RSF, en l'absence de principes inscrits dans la loi. C'est tout à fait conforme à ce que vous venez de dire. Mais il y a un élément sur lequel je voudrais rebondir, surtout en ce qui concerne la réglementation basée sur les principes, c'est la notion, Marc a fait allusion ce matin, de l'innovation. Je crois que vous suivez de près les travaux du professeur Galloway, Scott Galloway. Il a souvent de bons en avant, déclenchés par une approche innovante. Il en cite plusieurs, y compris des admissions universitaires aux États-Unis. Alors, voici ma question. On a beaucoup parlé ce matin de la communication, de la nécessité d'une boucle rétroaction, de l'emploi d'un cadre d'orientation. S'agissant de l'innovation, la réglementation basée sur les principes permet-elle de mettre en œuvre ces grands déblocages? C'est à moi que vous posiez la question? Oui, professeur Ford, oui, c'est à vous, excusez-moi. Très bien. Donc, oui, tout à fait, tout à fait. J'ai beaucoup réfléchi à l'innovation et à la réglementation depuis la crise financière. En fait, j'ai publié un livre à ce sujet. La réglementation axée sur les principes est le bon système, est le système qui convient le mieux pour favoriser l'innovation dans le secteur privé. Imaginez ce que ce serait de gérer un secteur très innovant sur la base d'un régime très détaillé et axé sur les règles, fondé sur les règles. On voit tout de suite que cela ne fonctionnera pas. Pourquoi? Parce que les règles ne sont pas suffisamment souples, ne permettent pas d'imaginer des innovations. Il pourrait y avoir certains résultats possibles. Tout d'abord, un système basé sur les règles étouffe l'innovation en empêchant
souplesse, toute créativité de la part de l'industrie et de la part des autorités de réglementation. Ou alors, autre issue, si on a un système purement basé sur les règles, c'est que l'industrie se concentre sur la recherche d'échappatoires ou que les acteurs de l'industrie quittent votre ressort et s'installent ailleurs. Donc, votre cadre de réglementation sera miné, sera érodé. Votre secteur verra son activité drainée vers d'autres ressorts. Donc, imposer des règles dans un système très innovant, c'est un peu comme de vouloir mettre du papier peint sur un chat. Faire semblant, et en définitive, tâcher de gérer un problème qui évolue constamment. Donc la réglementation basée sur les principes est la meilleure méthode. Si l'on veut que la réglementation demeure pertinente, si l'on veut qu'elle réagisse à l'évolution du secteur. Dans le cadre de la communication avec l'industrie, un régulateur qui applique un cadre basé sur les principes dispose d'une meilleure information, puisqu'il existe une boucle de communication authentique avec l'industrie. Le régulateur sait ce qui s'y passe, comprend les défis que les acteurs de l'industrie doivent relever et comprend également les risques qui peuvent surgir, par exemple au niveau de la protection du consommateur. Voilà, selon moi, la réponse à votre question. Il faut qu'il y ait un second élément. Il faut prendre conscience du fait que l'innovation n'est pas bénéfique par définition. Supposer que l'innovation va toujours déboucher sur des issues favorables pour tous ou va toujours être conforme aux objectifs que le régulateur cherche à atteindre serait présomptueux. Il faut savoir qui innove, dans quel contexte et dans quel but. C'est essentiel. Il s'agit d'une sorte d'information qu'une réglementation axée sur les principes qui fonctionne bien permet de réunir. Mais il faut pour cela que le régulateur, appliquant un cadre basé sur les principes, ait confiance dans ses capacités d'action. Sinon, on cède le terrain aux acteurs privés. L'innovation comportera toujours un potentiel énorme et des risques énormes. Toute innovation d'ampleur, de grande ampleur, peut engendrer des améliorations pour des acteurs individuels de l'industrie et pour le public, mais il faut que le public puisse faire entendre sa voix. Il s'agit d'un élément qui est tout à fait fondamental pour le régulateur. Il faut que ce dernier ait confiance en ses capacités d'action, dispose des ressources voulues, soit appuyé comme il se doit et possède des orientations au niveau des résultats afin qu'il puisse examiner en continu l'opportunité des innovations. Il s'agit du genre de système qui offre les meilleures possibilités dans un monde compliqué de favoriser l'éclosion des innovations positives et d'écarter celles qui seraient négatives. J'y songe toujours dans le contexte de nos objets, en vertu de la loi, la protection des droits et des intérêts des consommateurs et l'application de normes strictes de comportement des entreprises. Simon, bon, je ne veux pas insister sur votre secteur, mais Marc a fait allusion à certaines des innovations ce matin. Est-il possible d'avoir une innovation dans un secteur réglementé? Est-ce que la réglementation basée sur les principes est appropriée? Bon, avant de répondre à votre question, j'ai fait allusion au professeur Ford par son prénom. Je la prie de m'en excuser. Dans le secteur des retraites, oui, il existe des innovations. En ce moment en particulier, c'est important parce que le principal défi pour le secteur, un défi social pour les Canadiens en général, consiste à proposer des programmes d'épargne retraite accessibles. Crise est en genèse depuis des décennies déjà à ce niveau-là. Il s'agit d'un grand défi
d'innovation. Comme le professeur Ford l'a dit, l'un des grands avantages de l'approche basée sur les principes consiste en la possibilité de dialoguer avec les acteurs et les entités réglementaires lorsqu'elles inventent de nouvelles idées, de nouvelles façons de relever ces défis. Dans le secteur des retraites, il s'agit de l'extension de la couverture, d'assurer le caractère prévisible et abordable des prestations, des approches flexibles de la réglementation et des approches flexibles de l'encouragement de telles innovations, un dialogue avec les régulateurs. Nous en avons vu des exemples dans les régimes du secteur public en particulier, qui sont à la pointe mondialement au niveau des placements et aussi lorsqu'il s'agit de proposer des prestations à un plus grand nombre d'employeurs, à un plus grand nombre de travailleurs au Canada en général. On a assisté à une grande expansion des prestations hors des secteurs traditionnels. La seule mise en garde que j'ajouterais, le seul bémol, c'est que l'innovation peut être négative aussi bien que positive. Distinguer les bonnes innovations des mauvaises, c'est là le rôle du régulateur. La non-conformité créative, ce n'est pas une bonne façon d'innover, que ce soit dans la communication insuffisante des risques ou les risques occultes, les conflits en matière de pratiques de placement qui ne sont pas suffisamment bien compris. Il y en aurait d'autres exemples. Liste des exemples très longs. Donc, l'innovation peut être neutre, mais également peut avoir des conséquences et de retrouver positives ou négatives. Et l'approche basée sur les principes permet de les départager. Merci, Simon. Quand je songe à ces avancées que l'on peut obtenir en débloquant la réglementation dans notre secteur, le plus grand progrès qui a été accompli, c'est l'assurance automobile en Ontario, la capacité d'améliorer la proposition de valeur pour le consommateur. Steve, vous pourriez peut-être donner votre avis. Pensez-vous que l'application du régime basé sur les principes est la panacée pour l'Ontario? Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui doivent être envisagés pour débloquer la valeur pour les consommateurs? D'abord, ayant travaillé dans une bonne trentaine de pays sur 5 continents, il y a une observation qui revient, c'est que les régimes réglementaires qui donnent les meilleurs résultats sont ceux qui comportent des organismes de réglementation authentiquement indépendants. L'indépendance, l'expertise technique et l'autorité sont les caractéristiques essentielles des régimes de réglementation qui fonctionnent bien. Un ministère des Finances ne dispose pas toujours d'une information complète sur les complexités et la subtilité de l'assurance et de la réassurance. C'est en partie pourquoi beaucoup d'acteurs de l'industrie sont très favorables au nouveau cadre de l'innovation de l'ARSF, qui peut être considéré comme étant un pilier important d'un cadre de réglementation basé sur les principes, afin que l'ARSF puisse organiser des réflexions et des expérimentations, puisse dispenser de l'application de certaines réglementations, puisse encourager des expériences. Je pense qu'il s'agit d'un pas en avant digne d'une place financière de niveau mondial. Ceci étant dit, les assureurs ne sont pas autorisés à proposer des choix lorsqu'il s'agit des produits d'assurance automobile, lesquels sont figés dans les textes de loi qui sont hors de la portée de la RSF. Les consommateurs voudraient avoir la possibilité d'acheter un produit moins étendu d'assurance automobile adapté à leurs besoins, de ne payer que pour ce dont ils ont besoin. Je crois que c'est là quelque chose qui attire le consommateur. Mais si le cadre d'innovation de l'ARSF ne permet pas aux compagnies de toucher à leurs produits, je redoute que les gains engendrés par le cadre d'innovation ne seront que marginaux, du moins dans le secteur de l'assurance automobile. Fondamentalement, selon moi, l'ARSF dispose d'un leadership fort, d'une
expertise technique étendue, d'une grande proximité avec les dossiers, mais doit disposer de pouvoirs plus étendus pour gérer le produit d'assurance automobile pour que l'Ontario soit considéré comme un marché intéressant pour de nouveaux entrants, pour de nouveaux assureurs qui voudraient se lancer sur ce marché et afin de faire en sorte que les assureurs actuels demeurent florissants et créatifs afin de proposer les meilleurs services aux consommateurs de l'Ontario. Steve, vous soulevez un élément important. Est-ce là votre expérience sur d'autres marchés où vous avez pu résoudre le problème de l'assurance automobile qui était assez répandu sur de nombreux marchés? Oui, j'ai donné l'exemple de la Nouvelle-Galles du Sud. Un certain nombre des problèmes que l'on constate en Ontario y étaient présents. Je crois que le processus qui a été entamé est sur une collaboration étroite avec les compagnies et les consommateurs, cadre de pouvoir supplémentaire conféré par le ministère des Finances. La conjonction de ces éléments a permis de résoudre le problème et de proposer de bien meilleurs produits aux consommateurs. Et est-ce que cette solution, à votre connaissance, a été durable dans la Nouvelle-Galles du Sud? Oui, d'après mes conversations, il y a 6 mois, avec les assureurs, également en fonction des contacts pris par le CIRA auprès des consommateurs, afin de prendre le pouls de ces derniers. Le fait que les compagnies entretiennent d'excellentes relations avec les régulateurs, ça représente un facteur très important aussi. Merci, Steve. Bon, pour changer un petit peu de registre, on a atteint qu'il faut un effort continu de communication coordonnée entre le régulateur et le secteur pour assurer la réglementation basée sur les principes. Au niveau de la RSF, nous avons tâché de parvenir par le biais d'observations. Simon, dans quelle mesure nos orientations donnent-elles les résultats voulus? Est-ce que vous auriez repéré des cas précis? Vous me mettez un peu sur la sellette. La RSF a fait un très bon travail, et là je songe surtout au secteur des retraites que je connais le mieux, fait un bon travail lorsqu'il s'agit à partir d'un patrimoine d'orientation dont elle a hérité, basé sur diverses approches d'administration, d'application de cette loi. La RSF a examiné cette approche et l'a reflétée dans ses orientations axées sur les résultats. Et donc, il s'agit d'une entreprise de très grande envergure, beaucoup de travail très détaillé, et je crois que ça m'a fait plaisir de faire partie de ce processus, de la production de ces nouvelles orientations, de la mise à jour des approches réglementaires. Cette nouvelle orientation a été très utile pour alimenter un dialogue essentiel, un dialogue avec les régimes de retraite commandités par des employeurs. Et également, il y avait de nouvelles orientations qui ont été diffusées, qui ont été utiles pour produire pour susciter des conversations qui n'avaient pas eu lieu depuis longtemps, qui n'avaient peut-être jamais eu lieu au niveau du régulateur, la possibilité de présenter, d'envisager les attentes. Et je crois que cela a été très utile lorsqu'il s'est agi de produire ces conversations. Également, l'approche axée sur les risques, l'approche de surveillance des régimes dont les commanditaires peuvent devenir insolvables et donc engendrer des risques pour les participants. Donc, un très beau travail a été fait. Mais notre principal défi collectif, et c'est un défi pour tous les secteurs réglementés au plan provincial,
Marc y a fait allusion, c'est le défi du changement climatique. Nous avons beaucoup de travail à faire pour élaborer des orientations qui aideront les régimes de retraite à comprendre comment réagir au changement climatique. Et les principaux acteurs du secteur sont peut-être en avance sur ceux qui sont moins importants, mais d'autres organismes de réglementation appliquant des cadres basés sur les principes, par exemple au Royaume-Uni, des orientations très utiles ont été diffusées. L'examen donc de la divulgation et de l'information publiée, les rapports aux membres et aux régulateurs quant aux actifs, quant au portefeuille, tout cela est nécessaire pour s'assurer que les signaux de prix fonctionnent comme prévu pour parvenir aux objectifs nationaux. Ce travail est encore en devenir, comme Marc l'a dit. Je crois que c'est un élément qui est très, très urgent, très important, qu'il faudra appliquer très prochainement. Bien. Alors, je crois qu'on puisse dire que votre secteur est sans doute le plus engagé de tous nos secteurs, étant donné la complexité des régimes de retraite inscrits et bon, le fait que vous avez des enjeux d'actifs sous gestion en plus de prestations. Je cède la parole à présent au professeur Ford, car cela soulève une question intéressante à mon avis. Si on regarde le point de vue du secteur, pouvez-vous nous dire quel est le niveau d'engagement minimal nécessaire pour que ce secteur tire véritablement parti de cette approche fondée sur les principes? Eh bien, sur le plan minimaliste, je dirais que plus vous communiquez avec le régulateur, plus vous engendrez de la confiance avec le régulateur, meilleure sera votre communication avec ce régulateur. Et cette relation deviendra plus avantageuse pour vous également. Donc, c'est non seulement pour obtenir une orientation écrite, mais également des conseils au niveau plus général. Alors, il s'agit de comprendre la réglementation axée sur les principes sans omettre de consulter les acteurs du secteur, sinon vous n'aurez pas les effets escomptés. Pour les gens du secteur, il est important de comprendre que c'est un régime axé sur le client, non pas l'application. Il s'agit, l'intention est d'assurer la plus grande coopération possible. Cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'exécution, d'application d'un côté, oui, mais ce n'est pas un régime axé sur l'exécution de la loi. Ce n'est pas que le régulateur cherche à faire un exemple de quelqu'un pour une transgression quelle qu'elle soit. Non, il s'agit plutôt d'appliquer un régime axé sur les données et les risques qui vous permettent de ne pas être pris de court tant que vous communiquez avec le régulateur. Donc, ce que cela signifie, c'est que tout secteur, enfin, c'est dans l'intérêt de tous les acteurs de s'adresser aux régulateurs avec des difficultés pour faire preuve de bonne volonté, ce qui permet aux régulateurs d'axer ces ressources d'application sur les mauvais acteurs pour atténuer les préjudices que ceci occasionne en omettant de le faire avec les acteurs avec qui les relations sont bonnes. Enfin, je pense que c'est l'équivalent d'un exemple du financement en démarrage. Par exemple, si vous êtes une petite entreprise en démarrage, elles sont nombreuses ici à Vancouver, vous aurez beaucoup d'instruments de crédit à votre disposition avec divers prêteurs, ainsi que d'autres moyens de financer vos activités. Or, si une petite entreprise en démarrage se trouve en défaut de paiement d'une dette, ce que doit faire cette entreprise, c'est communiquer avec un avocat qui communiquera avec le prêteur, qui expliquera la situation. Lorsque cette communication se fait tôt dans le processus, les chances sont fortes que ce prêteur
n'applique pas les dispositions de l'entente et exiger le remboursement immédiatement. Il y aura plutôt une décharge, une communication entre les parties et cela permettra, enfin, au final, la relation sera maintenue ainsi que le contrat de prêt. Pourquoi? Parce qu'on a communiqué tout et parce qu'au final, les intérêts de tous sont mieux servis par des acteurs qui interagissent dans l'intérêt de personne que d'avoir une relation antagoniste. C'est ce que nous disons lorsqu'il est question de ces régimes axés sur les principes. Il s'agit de nourrir, d'alimenter cette relation qui est avantageuse de part et d'autre. Ensuite, les règlements axés sur les principes exigent que vous songiez à votre propre conformité interne et cela exige que vous sachiez ce que vous faites pour déceler des transgressions, que vous réagissiez rapidement en cas de difficulté, que vous communiquiez rapidement avec le régulateur. Il ne s'agit pas de lire les règles sans penser à l'esprit de la loi, simplement pour cocher des cases de conformité. Je devrais dire que c'est plus facile pour les grands acteurs qui ont davantage, par exemple, de ressources en matière de conformité. Pour les petits acteurs, les petits joueurs, de nouveau, communiquer avec les régulateurs, discuter avec la RSF. Peut-être que cela vous permettra d'obtenir un soutien accru. Il y aura aussi une période de transition. Il est raisonnable de penser qu'il y aura une période pendant laquelle les principes s'inscriront dans la relation et qu'on s'ajustera chemin faisant. Et cette relation devra toujours évoluer. Donc, la communication est dans votre intérêt. J'ignore s'il y a une quantité minimale de temps qu'il faille passer à communiquer avec le régulateur ou si c'est ainsi qu'il faut voir la chose. Comment faut-il le voir? Eh bien, se dire que c'est une relation importante, qu'elle comporte des avantages importants et qu'il faut être honnête avec le régulateur. Excellente réponse. Certaines choses me frappent. Vous savez, la réglementation axée sur les principes est un cheminement, ce n'est pas une destination. C'est quelque chose qui est en évolution constante. Les dialogues avec les secteurs évoluent sans arrêt. On se concentre toujours sur des enjeux, des difficultés. Et je pense aussi aux observations de Marc. Si vous avez de bons résultats, de bons principes, vous réduirez la charge pour le secteur. C'est ce qui est important pour la RSF et tout le secteur. L'autre chose que j'évoquerai, parce que vous l'avez souligné, je ne veux pas que vous pensiez que l'application se fait en dilettante. C'est un secteur très actif. Il y aura toujours le secteur de l'application. On a toujours des enjeux à corriger. Je rejoins ce que disait le professeur Ford. Parfois, on communique beaucoup, mais il y a des gens qui font fi du système, de mauvais acteurs qu'il faut absolument rappeler à l'ordre. Donc, l'application est un service en bonne forme. Alors, je vois que le temps qui nous était imparti est terminé, mais si vous permettez, je vais poser une dernière question. J'adresse à Steve. Du point de vue du secteur, bon, vous venez du côté des assurances, que pensez-vous de l'opérationnalisation de ces principes si vous êtes un courtier, un agent ou un assureur qui souhaite arriver à ces résultats? Eh bien, je tâcherai d'être très bref. Une méthode d'opérationnalisation de la réglementation axée sur les principes est effectivement l'évaluation du processus de solvabilité.
Ceci permet à la direction d'identifier, de cerner des risques élevés et cela permet aussi aux régulateurs d'évaluer l'efficacité des efforts de la direction. Au Canada, les assureurs font des évaluations établies selon les attentes du surintendant, le bureau du surintendant des institutions financières, le BSIS, et chaque assureur produit son propre rapport d'après la complexité de ses activités de son profil. Alors, je sais que le temps file, alors je devrais peut-être m'arrêter ici. Oui, merci beaucoup, Steve. Vous citez un excellent exemple des moyens par lesquels vous vous servez de vos propres évaluations et des risques de vos activités que vous ajustez vos activités en conséquence. Alors, je vais conclure, car nous n'avons plus de temps. Alors, je vous remercie d'avoir contribué à nos réflexions sur la réglementation axée sur le principe. Je sais que, surtout à Vancouver, vous êtes levé très très tôt pour être des nôtres. J'aimerais aussi signaler quelque chose d'évident à la lumière de ce panel, qu'il ne s'agit pas d'un monologue. Je souhaite remercier les secteurs du dialogue continu avec nous dans le but de réaliser notre vision, de protéger les intérêts du consommateur et de permettre une plus grande concurrentialité et innovation au sein du marché tout en respectant les normes les plus élevées de conduite dans les affaires. Alors, merci beaucoup du temps que vous nous avez accordé. Sur ce, je cède la parole à Glenn qui présentera le prochain segment. Merci Jordan et merci à nos invités d'aujourd'hui. Cette intervention était fort intéressante. On essaie de rester à l'heure, donc nous allons faire une pause, mais nous serons de retour à 11 heures. J'ai 10h56 à l'écran, donc 4 minutes de pause.